Il est 6h30. Le jour se lève sur la capitale française. Dans les rues encore calmes, les commerçants ouvrent leurs boutiques. La ville s'éveille lentement aux premières chaleurs du printemps. Mais à quelques pas de là, place de la Concorde, dans un salon privé du très prestigieux hôtel de Crillon, une réunion tenue secrète se prépare. 5 hommes d'affaires sont en route. Ils arriveront dans quelques minutes. Pendant ce temps, un homme se présentant comme haut fonctionnaire de l'État est accompagné de son complice et secrétaire personnel d'un jour. Ils disposent avec minutie des documents falsifiés sur une table. Ces invités ne s'en doutent pas. Ils vont tomber dans un piège. Ce matin-là, l'escroc le plus audacieux de l'histoire va réussir la plus légendaire de ses arnaques. Il s'apprête à vendre les 7300 tonnes de fer qui constituent la Tour Eiffel à des marchands de métaux pour 4,5 millions d'euros. Voici l'histoire réellement stupéfiante de Victor Lustig, l'homme arrêté des dizaines de fois sans être condamné. L'homme surnommé par l'agent du secret service américain l'escroc le plus habile qui ait jamais vécu. Il a osé arnaquer Al Capone, écoulé pour plus de 18 millions de dollars de fausses monnaies, réussi à s'évader d'une prison fédérale américaine et vendu la Tour Eiffel 2 fois. Séducteur compulsif, il devra son ultime arrestation et condamnation à sa maîtresse, alors qu'il a échappé à la police de 3 continents pendant plus de 25 ans. Nous avons modélisé sa vie de personnage de roman avec ses plus grands coups pour vous la faire vivre de l'intérieur. Nous sommes en mai 1912, sur le SS France, le plus luxueux des paquebots de l'époque. Surnommé le Versailles de l'Atlantique, il fait 217 mètres de long avec 4 cheminées et des salons copiés sur les appartements royaux de Versailles. Victor Lustig a alors 22 ans. 3 ans plus tôt, il quittait la Bohême pour Paris. Fils de bonne famille, il y vient pour étudier. En réalité, il passe son temps à jouer aux cartes et à séduire les femmes mariées. L'une d'elles lui coûte cher. À 19 ans, un mari jaloux lui ouvre la joue d'un coup de rasoir, 4 cm. Une cicatrice qu'il portera toute sa vie et qui causera sa perte. Il tente de se faire une place dans le milieu criminel et sera proxénète pendant quelques mois. Mais la pègre parisienne n'en veut pas. Alors il s'intéresse à ces paquebots géants qui traversent l'Atlantique avec à leur bord de riches hommes d'affaires et des héritières européennes. 6 jours en mer, pas de téléphone, pas de télégramme, personne pour vérifier qui vous êtes. Le terrain de chasse idéal pour un imposteur. Il y prend une première fausse identité, celle du comte Lustig de Bohême, le premier de ses 47 alias. Pour d'autres voyages, il sera producteur de stars à la recherche d'investisseurs pour une production à Broadway, qui bien sûr n'existera jamais. Grâce à ses études et sa maîtrise de 5 langues, il fait facilement illusion auprès de la haute bourgeoisie, qui est sa cible pendant 4 ans, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Il triche au poker et observe ses nouveaux amis pour mieux les tromper. Leurs tics, leur besoin de reconnaissance ou de peur du ridicule. C'est à l'une de ces tables qu'il rencontre Nicky Arnstein, un Américain d'1,96 m et élégant tricheur professionnel depuis plus de 10 ans. Il est dit qu'il a reconnu en lui un mentor. Ensemble, ils plument les passagers. Le jeune Lustig apprend. Et surtout, il teste et perfectionne une arnaque plus élaborée, qui deviendra sa signature. La boîte à dupliquer les billets. Ce sera son premier grand coup qui va le mettre sur les radars du secret service américain. En 1914, la guerre éclate. Les liaisons transatlantiques sont brutalement interrompues. Victor échappe à la guerre et s'installe à New York. Il fait la démonstration à des riches investisseurs d'une mystérieuse boîte capable de dupliquer parfaitement et à l'infini des billets de banque. Il présente sa trouvaille, puis feint d'hésiter à la vendre. Les clients surenchérissent. Il finit par en obtenir des prix délirants, entre 10 à 30 000 $ d'époque, soit entre 150 et 300 000 € aujourd'hui. Sa vente la plus célèbre est à un shérif texan à la fin des années 1920.
Il laisse entendre au shérif qu'il possède une boîte à reproduire de l'argent. La démonstration en privé montre un coffre en acajou de la taille d'une malle de voyage. À l'intérieur, il y a une machinerie d'apparence sophistiquée. Victor Lustig suggère au shérif d'insérer un de ses propres billets d'un montant précis de 100 $ dans la première fente. Dans la seconde, notre escroc insère une feuille blanche. Après quelques heures de prétendu traitement chimique, 2 billets de 100 $ ressortent, indiscernables. Lustig propose alors à sa future victime de se rendre à la banque afin de faire authentifier le nouveau billet. La banque confirme, c'est un vrai. La crédulité du shérif est alors totale. La machine fonctionne. S'il parvient à convaincre ce drôle de scientifique, sa fortune est faite, se dit-il. La réalité est bien plus simple. La machine était simplement préchargée avec un vrai billet. Le papier blanc est stocké dans un compartiment mort, alors que le vrai billet sort par un compartiment invisible au spectateur. Au moment voulu, Lustig n'a qu'à le ressortir. Le montant suggéré était bien sûr prémédité. La lenteur du procédé ne sert qu'à faire penser à sa crédibilité. C'est de la poudre aux yeux, et le shérif en est devenu aveugle. Il paye des milliers de dollars. Lustig s'éclipse, laissant sa victime nourrir la boîte de papier en attendant vainement sa fortune. Comprenant avoir été trompé, le shérif se lance à sa poursuite jusqu'à Chicago. Il le retrouve et, furieux, menace de la dénoncer aux autorités. Notre imposteur virtuose garde son calme et explique compatissant que la machine est capricieuse, le procédé instable. Le shérif texan a probablement mal respecté le protocole, mais bon, Lustig est d'accord pour le dédommager, en liasse de billets. Quelques mois plus tard, après avoir dépensé son argent retrouvé, le shérif est arrêté par les services secrets américains. Les billets ont été identifiés comme faux. La contrefaçon de billets est un crime fédéral. Le piège tendu par Lustig, caractéristique de sa méthode, s'est refermé. La victime, souvent honteuse, préfère ne rien dire. En avouant, elle devient coupable et ridicule. C'est pourquoi si peu de victimes ont porté plainte, et pourquoi il a été si long de l'arrêter. C'est aussi là son jeu. Pas seulement l'argent, car il en gagnera trop pour un seul homme, mais le jeu, la mise en scène, la manipulation des hommes, l'ivresse de tromper des esprits convaincus d'être supérieurs, et le plaisir de le penser à son tour. Sa légende et ultimement sa chute ne fait que commencer car cette fois-ci le shérif parlera et décrira Victor à la police. En juin 1917, comme tous les hommes de 21 à 31 ans, Lustig doit s'inscrire à la conscription américaine. Sur sa fiche, il écrit son vrai nom, Victor Lustig, et déclare habiter Chicago. À la case « Profession », il inscrit « fabricant d'encre », une ironie que personne ne relève à l'époque. 15 ans plus tard, cette encre servira à imprimer des millions de faux dollars. En 1919, entre deux arnaques, Lustig épouse une jeune femme du Kansas et fonde une famille. Une fille naît. Pendant que Victor vend des boîtes magiques aux millionnaires de la côte Est, sa femme et sa fille vivent une vie tranquille dans le Midwest, ignorant probablement tout de ses activités. Cette double vie durera 15 ans. Et 1925. Après avoir largement vendu sa machine à mauvais rêves, l'arnaqueur doit se réinventer ailleurs. Les rumeurs sont trop nombreuses et sa tête commence à être connue. Il organise son retour en France sous l'alias de Robert Duval. Un matin, un article de presse attire son attention. L'entretien de la Tour Eiffel coûte une fortune. Et la journaliste conclut, avec humour, « Devra-t-on vendre la Tour Eiffel ?» C'est l'étincelle. Lustig change de nouveau d'identité. Le voici directeur adjoint du ministère des Postes et Télégraphes. Il convoque, à l'aide de faux papiers à en-tête gouvernementaux, un petit groupe de marchands de métaux d'envergure, suffisamment nombreux pour créer une concurrence, mais pas trop pour éviter de perdre le contrôle. Il bâtit une histoire simple, facile à croire. L'État va vendre la tour, quasiment exclusivement composée de fer, pour le prix de sa ferraille. Le rendez-vous est donné au Crillon, dans un salon de l'hôtel prestigieux, souvent fréquenté par des ministres. Son complice s'appelle Dan Collins,
de son vrai nom Robert Arthur Tourbillon. Un franco-américain au passé improbable, ancien cycliste casse-cou dans un cirque. Il joue le secrétaire personnel du directeur. L'imposteur, avec toujours autant d'aplomb, présente l'affaire. Messieurs, comme vous le savez, la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Le contrat initial prévoyait qu'elle ne resterait debout que 20 ans, jusqu'en 1909. Aujourd'hui, cette structure est devenue un monstre ingérable. Elle rouille. Les coûts de peinture et d'entretien saignent les finances de l'État. Le gouvernement a d'autres priorités. Nous ne pouvons plus nous permettre d'entretenir ce que beaucoup de Parisiens appellent encore l'échafaudage tragique. C'est pourquoi le gouvernement a pris une décision nécessaire. La Tour Eiffel va être vendue pour être démantelée. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas annoncer cela dans les journaux. Le peuple parisien est sentimental. L'opération deviendrait impossible. C'est pourquoi j'ai reçu l'ordre strict de gérer cette affaire dans le plus grand secret d'État. Si l'un de vous parle, l'affaire est annulée. Il y a 7000 tonnes de fer pudelé à récupérer. C'est une fortune en matières premières. Je vous demande donc de me soumettre vos offres pour le rachat de la ferraille d'ici 4 jours. Le plus offrant remportera le marché. Pour ajouter encore à sa crédibilité, Lustig propose au groupe une visite privée. Il a loué une limousine, ce qui est pour l'époque une preuve supplémentaire de prestige. Une fois au pied de la Tour Eiffel, nouveau bluff, il fait passer ses 5 invités devant les files d'attente en montrant brièvement sa carte. Les gardiens, habitués à voir des officiels, laissent passer le groupe sans poser de questions. Par un heureux hasard, des ouvriers étaient réellement présents sur la tour ce jour-là pour des travaux de maintenance. Notre maître en arnaque, avec son aplomb légendaire, pointe les ouvriers du doigt et glisse aux ferrailleurs. Voyez, nous avons déjà commencé les repérages pour le démontage. C'est à l'occasion de cette visite qu'il repère André Poisson et espère qu'il mord à l'hameçon. Poisson est un petit négociant qui rêve de jouer dans la cour des grands. Il est nerveux, peu sûr de lui et désespérément ambitieux. Exactement le profil que Lustig recherche. Mais il y a un obstacle. Sa femme, elle est méfiante. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire de vente secrète. Lors d'une deuxième réunion, Poisson avoue à Lustig que sa femme a des doutes. C'est là que Lustig fait preuve de son mauvais génie. Au lieu de rassurer Poisson sur sa légitimité, il fait l'inverse. Il avoue être corrompu. « Je ne suis qu'un fonctionnaire mal payé », confie-t-il. « Si vous pouviez ajouter un petit supplément de 200 000 €, je pourrais vous garantir le contrat. » Et ça va marcher. Poisson sait que certains fonctionnaires français sont corrompus, et il pense aussi qu'un escroc ne demanderait jamais un pot de vin, ce serait trop risqué. Donc cet homme doit être légitime. Poisson paie. La Tour Eiffel est à lui. Du moins le croit-il. Quand il se présente au ministère avec son acte de vente, on lui rit au nez. Quant à Victor Lustig, il s'est enfui le jour même par le train pour Vienne, avec les 1,3 million de francs versés par sa victime. L'équivalent de 4,5 millions d'euros actuels. Il y passe 1 mois à scruter les journaux. Rien, pas de nouvelles de son coup d'éclat. André Poisson ne portera jamais plainte. La honte est trop grande et sa réputation serait détruite. Lustig prend une décision que même ses complices trouvent folle. Il retourne à Paris pour vendre la Tour Eiffel une seconde fois. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un des ferrailleurs, plus méfiant, décide de vérifier. Il alerte la police et l'affaire est dans les journaux. Lustig doit s'enfuir. Il retourne en Amérique. Victor Lustig arrive à Chicago à la fin des années 20 et reprend les vieilles arnaques qui ont fait son succès. Mais il s'ennuie. Il lui faut un nouveau défi à la hauteur de son ego. À Chicago règne alors l'homme le plus dangereux d'Amérique, Alphonse Gabriel Capone, dit Scarface. Le parrain de la mafia contrôle la ville d'une main de fer. Il a fait fortune dans l'alcool de contrebande pendant la Prohibition. On dit qu'il gagne 100 millions de dollars par an. On dit aussi qu'il fait disparaître ceux qui le contrarient. Selon la légende, Victor Lustig décida contre tout bon sens de l'arnaquer. Il obtient une audience avec Capone et se présente comme un homme d'affaires avec une proposition d'investissement. Il demande 50 000 $. En échange, il promet de doubler la mise en 60 jours. Capone est méfiant. Mais il y a quelque chose chez ce comte qui l'intrigue. Son calme, son assurance.
sa façon de le regarder droit dans les yeux sans ciller. Il accepte. Et puis, rien. Lustig prend l'argent, le dépose dans un coffre-fort et ne le touche pas. Pas un centime. Pendant 2 mois, les 50 000 $ dorment dans leur coffre pendant que Lustig attend. Au 60e jour, il retourne voir Capone. Lustig a l'air abattu. Il présente ses excuses. L'affaire a échoué. Il a tout perdu. Mais avant que quiconque puisse réagir, il sort l'argent et rend les 50 000 $, intacts. Capone est stupéfait. Dans son monde, tout le monde triche. Et voilà qu'un homme lui rend son argent, en totalité, sans qu'on ait besoin de le menacer. Impressionné par cette honnêteté, Capone lui donne une récompense, 5 000 $, pour le dédommager de ses efforts. En 1925 et 1929, il sera arrêté à Détroit, Omaha, San Francisco, Los Angeles, New York. À chaque fois, il s'en sort. Il paie une caution et disparaît. Il charme un juge. Il corrompt un gardien. En 1927, il s'évade même de la prison de Crown Point, Indiana, celle dont John Dillinger s'échappera 7 ans plus tard avec un faux pistolet en bois. Les autorités accumulent un dossier de plus en plus épais sur ce compte insaisissable. Mais personne n'arrive à le garder derrière les barreaux. En 1930, Victor Lustig a maintenant 40 ans. Les années folles sont terminées. Le krach de 1929 a tout changé. Les millionnaires qu'il plumait sur les paquebots ont perdu leur fortune. Les banques ferment. L'argent se fait rare. Alors Victor Lustig décide d'en fabriquer. Il s'associe avec 2 hommes du Nebraska. Tom Shaw, un chimiste capable de reproduire le processus d'impression des billets. Et William Watts, pharmacien de formation, graveur de génie, un homme qui vit comme un ermite et qui a des connexions avec la mafia. Shaw reproduit le papier et l'encre. Watts grave les plaques. Lustig, lui, s'occupe de ce qu'il fait le mieux, la distribution. Il monte un réseau de coursiers qui ignorent qu'il transporte de la fausse monnaie. Pour cette opération, il utilise un alias qu'il n'avait jamais utilisé en Amérique, Robert Miller. La qualité des billets est exceptionnelle. L'encre imite les minuscules fils rouges et verts des vrais billets. Et Lustig ne fait pas dans la demi-mesure. Il imprime des billets de toutes les catégories, 5, 10, 20 $. Mais surtout, il choisit audacieusement de copier les billets de 100 $, ceux que les banquiers scrutent le plus attentivement. L'opération est un succès. Trop peut-être. Chaque mois, plus de 100 000 $ de faux billets entrent en circulation, l'équivalent de 2 millions d'euros actuels. Les banques de New York jusqu'à Chicago en trouvent des milliers chaque semaine. Le Secret Service s'inquiète. Si l'opération continue à ce rythme, elle pourrait perturber le système monétaire lui-même. Le bureau crée une équipe spéciale avec un seul objectif, démanteler le réseau. L'homme chargé de traquer Lustig s'appelle Peter A. Rubano. C'est un agent italo-américain du Secret Service qui ne lâche rien. Né et élevé dans le Bronx, il s'est fait un nom en capturant Ignazio Lupo, dit le Loup, l'un des gangsters les plus redoutés de New York. Maintenant, Rubano est obsédé par son nouvel objectif, mettre Victor Lustig derrière les barreaux. La chasse dure des mois. Lustig voyage avec une malle remplie de déguisements. Il peut se transformer en rabbin, en prêtre, en porteur de bagages, en homme d'entretien. Habillé en bagagiste, il peut sortir de n'importe quel hôtel en cas d'urgence, et même emporter ses valises avec lui. Les agents le perdent, le retrouvent, le perdent encore. Ce n'est pas la police qui le fait tomber, c'est une femme, May Scheibel, surnommée la maquerelle à 1 million de $, et la maîtresse de Lustig depuis des années. Elle dirige un réseau de prostitution haut de gamme entre Pittsburgh et New York. Leur relation est compliquée, il l'a même arnaquée une fois, lui vendant de fausses obligations avant de lui rendre l'argent. Malgré tout, ils restent ensemble. En mai 1935, elle découvre que Lustig la trompe avec une autre femme. Selon un agent du Secret Service, il lui aurait emprunté sa propre voiture pour emmener la femme de son associé William Watts en promenade. La jalousie fait le reste. Elle passe un appel anonyme aux autorités fédérales. Elle leur dit exactement où trouver Robert Miller. « Nous avons toujours pensé que May Scheibel, brûlant de jalousie, était notre informatrice », écrira l'agent Frank Seckler en 1951. Le 12 mai 1935,
Un dimanche soir, Victor Lustig se promène sur Broadway, Upper West Side. Il porte un manteau au col de velours, une nouvelle moustache. Les agents du Secret Service le suivent depuis 7 mois. Ils savent à quoi il ressemble, mais le déguisement les déroute un instant. Puis ils reconnaissent la cicatrice. Ils l'encerclent. Lustig sourit, tend calmement sa valise. Smooth, dira l'un des agents pour le décrire, habile. Il note ses ongles parfaitement manucurés, ses yeux sombres et brûlants, sa cicatrice livide sur la pommette gauche. Sous interrogatoire, il reste serein et posé. La valise ne contient que des vêtements de luxe. Dans son portefeuille, il trouve une clé. La clé ouvre le casier numéro 00099 dans la station de métro de Times Square. À l'intérieur, 51 000 $ en faux billets et les plaques qui ont servi à les imprimer. « Comte », lui dit l'un des agents, « vous êtes l'escroc le plus habile qui ait jamais vécu. » Lustig sourit poliment. « Je ne dirai pas ça », répond-il. « Après tout, c'est vous qui m'avez eu. » Victor Lustig est incarcéré au Federal Detention Headquarters de Manhattan, une prison réputée à l'épreuve des évasions. Son procès est fixé au 2 septembre 1935. Le 1er septembre, la veille du procès, les gardiens arrivent à sa cellule au 3e étage. Elle est vide. Lustig assis et les barreaux. Il a noué des draps de lit pour fabriquer une corde, puis s'est laissé glisser le long de la façade. En plein jour. Des passants l'ont vu descendre. Quand certains ont levé les yeux, il a sorti un chiffon de sa poche et fait semblant de nettoyer les vitres. Arrivé en bas, il a atterri sur ses pieds, salué son public d'une révérence, puis s'est enfui en courant. Dans sa cellule, les gardiens trouvent un mot sur l'oreiller, une interprétation personnelle des Misérables de Victor Hugo. Jean Valjean avait sa promesse, même à un forçat, surtout à un forçat. Une promesse peut donner confiance et guider sur le bon chemin. La loi n'a pas été faite par Dieu. L'homme peut se tromper. Pendant 27 jours, Lustig est en fuite. Le FBI lance une chasse à l'homme nationale. Il se cache à Pittsburgh, dans des établissements contrôlés par Billy May, la même femme qui l'a dénoncé. Leur relation, même après la trahison, reste incompréhensible. Le 28 septembre 1935, il sort du Lanes Stag Hotel, dans le North Side de Pittsburgh, et monte dans une voiture avec chauffeur. Les agents du Secret Service et du FBI, qui ont mis le téléphone de son ancienne maîtresse sur écoute, l'attendent. Lustig est arrêté à un bloc de là. Il se rend calmement, haussant les épaules. « Eh bien les gars, dit-il, me voilà. » En décembre 1935, Lustig et Watts passent en jugement à New York. Lustig refuse de donner le nom de ses complices. Watts, lui, retourne sa veste et témoigne contre son ancien associé. « Au diable tout ça, finissons-en », dit Lustig à son avocat. « Tout ce que je voulais, c'était voir si ce rat allait vraiment parler. » Son avocat, Charles White, n'en peut plus. Voilà des semaines qu'il tente de construire une défense pour un client qui refuse de coopérer. Un client qui semble plus intéressé par tester la loyauté de son complice que par éviter la prison. White abandonne. Cet homme est un cas psychopathique. Lustig change alors son plaidoyer en coupable. Watts est condamné à 10 ans de prison. Lustig en reçoit 20, 15 pour contrefaçon, 5 pour évasion, et est envoyé à Alcatraz. Le 27 avril 1936, il regarde l'île émerger de la brume depuis le ferry qui l'emmène vers Le Rocher. Il a 46 ans. Il porte des chaînes. Sa carrière est terminée. À Alcatraz, il devient le prisonnier numéro 300. Al Capone est arrivé 2 ans plus tôt. Bien mal acquis ne profite jamais. Le 11 mars 1947, après 10 ans à Alcatraz, Victor Lustig s'éteint dans l'hôpital pénitentiaire du Missouri des suites d'une pneumonie. À la case « Profession » de son certificat de décès, quelqu'un a écrit « Apprenti vendeur ». À bientôt sur Echo.